Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de PI Actu consacré aujourd'hui aux stratégies de protection internationale en matière de marque. Dans cette perspective, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Rivière et Élodie Rochou du cabinet ICOSA. Laurence Rivière, Élodie Rochou, bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez déjà rappeler ce qu'est le cabinet ICOSA ? Avec plaisir. Alors, ICOSA, c'est un cabinet européen de conseil en propriété industrielle. Nous avons plusieurs bureaux en France et en Belgique et nous accompagnons nos clients sur la protection, la défense, la valorisation de tous les types d'actifs immatériels qui existent, les brevets, les marques, les modèles, les logiciels, les bases de données, les droits d'auteur. Et on intervient sur toute la vie du projet de nos clients. Nous privilégions une approche très business pour assurer vraiment des conseils concrets adaptés au marché du client et à ses besoins spécifiques. On intervient également beaucoup sur les aspects contractuels qui régissent la propriété intellectuelle. Laurence Rivière, Élodie Rochou, par quoi commencer lorsqu'on souhaite protéger sa marque à l'international ? Alors, il y a des questions à se poser. Est-ce que je fais une recherche d'antériorité? Quand est-ce que finalement je me lance? Une des premières questions aussi, c'est celle vraiment des territoires d'intérêt. Ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'il y a différents types de territoires d'intérêt. Ceux dans lesquels un marché existe déjà. Donc, pour faire simple, c'est celui où les ventes ont démarré. Tous les territoires dans lesquels des ventes sont attendues à court ou moyen terme. On entend généralement court ou moyen terme, on se dit que c'est dans les 5 à 5 prochaines années. Et tous les pays aussi dans lesquels des partenaires sont situés. On entend par partenaires les fabricants, les prestataires, les distributeurs. Et il y a aussi les pays qui sont connus pour être des contrefacteurs dans lesquels on recommande de se protéger. Là, on parle de dépôts défensifs. Mais pour chaque type de territoire, un timing différent va forcément être à adopter. Oui, en effet, il faut prioriser en fonction du type de territoire dont parlait Élodie. Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, il faut déposer le plus tôt possible. Parce que ce qu'on veut, c'est sécuriser au maximum la propriété intellectuelle avant la sortie du produit pour s'assurer que le signe soit à minima enregistré et qu'il n'y ait pas de litige, ou en tout cas qu'on ait anticipé tous les risques de litige avant de lancer la commercialisation, la communication. C'est ça, ça va vraiment permettre de se poser les bonnes questions bien en amont du projet. Ça va permettre d'éviter des investissements marketing inutiles parce que si je lance finalement ma marque sans même l'avoir déposée ni avoir fait des recherches, j'ai toujours le risque d'avoir un tiers qui va réagir contre ma marque et tous les efforts financiers que j'aurais déployés auront été vains puisque je devrais tout arrêter à ce moment-là. Alors justement, la question qui revient très souvent, c'est est-ce que je fais les recherches d'antériorité? Alors ce qui est sûr, c'est que juridiquement, on recommande toujours de faire les recherches d'antériorité et dans l'idéal de les faire en amont de tout dépôt, ça c'est sûr, mais dans tous les pays sur lesquels on veut protéger. Évidemment, pour des raisons budgétaires, c'est souvent très compliqué parce que ça peut revenir très cher quand on a plusieurs pays. Et du coup, on va essayer de faire un choix, d'arbitrer. Donc, ce qui est certain pour nous, c'est que le territoire, ce qu'on appelle le territoire de base, doit être correctement sécurisé et c'est là qu'il faut déployer les plus gros efforts de recherche. Ce qu'on appelle territoire de base, c'est en gros le territoire sur lequel le déposant a son établissement principal, c'est son principal pays d'établissement et l'autre raison, c'est que en fait c'est le pays dans lequel il va déposer sa première marque sur laquelle on va fonder toutes les priorités et sur laquelle on va baser une marque internationale si on fait ça. Donc, c'est très important que cette première marque-là, elle soit le plus fort possible. On y reviendra plusieurs fois dans le cadre de ce podcast. Et donc, s'il y a une seule recherche d'antériorité à faire, c'est sur ce pays-là pour être sûr qu'on a anticipé tous les risques et qu'on sait ce qui va se passer. Ensuite, dans l'idéal, il faut faire les recherches d'antériorité dans les pays dans lesquels on va se lancer à court terme, parce qu'on n'aura pas le temps de sécuriser après. Et puis, au fur et à mesure, on adapte en fonction des dépôts. Mais ce qu'il faut avoir en tête dès le début, c'est quelle est ma marge de manœuvre si jamais j'ai un pays dans lequel j'ai finalement une recherche d'antériorité qui n'est pas favorable. Parce qu'on a tout un tas de clients, évidemment, qui vont faire les recherches en France, par exemple, qui vont se retrouver avec une recherche d'antériorité favorable et qui vont se lancer. Puis, 6 mois, 1 an plus tard, ils nous disent qu'ils veulent se lancer aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc. Et puis, on fait des recherches à ce moment-là ou on fait les dépôts directement. Et là, on voit qu'il y a des choses qui empêchent le dépôt dans ce pays-là. Et donc, ça veut dire que soit
On a des possibilités d'obtenir le non, mais avec un budget très important pour gérer les refus provisoires et les objections, soit il faut qu'on change de nom. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête très tôt parce qu'il y a des territoires sur lesquels c'est pas forcément un drame d'avoir un nom différent pour le même produit, et puis il y a des territoires sur lesquels c'est embêtant. Ça peut être une question de territoire, ça peut être une question de produit aussi. Donc, par exemple, Opel s'appelle pas Opel en Angleterre, c'est Vauxhall. C'est pas grave, ils le savent, ils l'ont choisi, ils ont arbitré. Pour eux, c'est OK. On a le cas de Miko aussi, qui a des noms multiples. Alors, je les connais pas tous, mais Miko des glaces, en France, c'est Miko. Il y a 5 noms différents pour des types de territoires différents, probablement parce qu'il y a eu des problèmes d'antériorité. Donc ça, si c'est quelque chose de complètement bloquant pour vous, il faut impérativement l'avoir en tête dès le début et se dire, bah, sur ces territoires-là, je veux absolument le même nom parce que les efforts marketing me demandent ça. Donc, je dois faire les recherches dès le début. C'est ça. Après, il faut voir aussi ce qu'on explique à nos clients, c'est que certains offices, bah, c'est notamment le cas des États-Unis et de la Chine, qui vont faire ces recherches en fait eux en amont. Donc une stratégie, ça peut être de tenter le dépôt sans faire la recherche, et finalement d'aviser en fonction de ce qui se passe. Si par exemple on prend un refus, on avise à ce moment-là. Oui, ça, en fait, on va l'arbitrer en fonction du prix du dépôt versus le prix de la recherche d'antériorité au final, et par rapport à la prise de risque possible. C'est ça. Après, là aussi, on attire l'attention de nos clients, c'est dans certains territoires, la Chine notamment et certains pays arabes, c'est des pays en fait où les distributeurs doivent pouvoir montrer un titre en vigueur sur le territoire pour pouvoir vendre. Donc on a ces distributeurs, parfois, ils ont tendance, sans forcément avoir quelque chose de mal derrière la tête, hein, ils vont tendance, pour pouvoir vraiment respecter cette obligation, ils vont avoir tendance à déposer eux-mêmes sans consulter le titulaire et à déposer à leur nom. Et on voit que parfois derrière, ça peut être un petit peu compliqué d'obtenir une rétrocession de la marque pour le client. Ouais, moi, j'ai eu le cas aux Émirats Arabes Unis et ça fait 6 ans et on se bat encore. Il a jamais voulu le donner. Et en Nouvelle-Zélande aussi, ça m'est arrivé. Alors là, je pense qu'il était de très bonne foi, mais juste, il a jamais pris le temps de signer le contrat. Mais il se trouve que en Nouvelle-Zélande, le distributeur nous a fait la marque dans le dos, comme on aime à dire. Et on n'a jamais réussi à obtenir le contrat de cession. Donc ça, c'est très compliqué. Et on parlait tout à l'heure des territoires aussi, dans lesquels on peut avoir un nom différent. Parfois, c'est pas forcément une marque antérieure, ça peut être une connotation négative dans un certain pays. Alors ça, c'est un exemple que j'adore. C'est Škoda pour les voitures. En fait, ça veut dire accident en roumain, je crois. Et du coup, bah, c'était pas bon. Ils n'ont pas changé de nom en Roumanie. Ils auraient peut-être dû. Et ça avait donné beaucoup de grain à moudre à Ford, notamment, qui avait fait toute une campagne de pub à un moment en disant pour éviter le Škoda, donc pour éviter les accidents, prenez une Ford. Donc ça faisait un jeu de mots. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi des éléments qui sont des termes qui sont réglementés. Donc par exemple, en France, on peut pas déposer des marques avec docteur, santé ou bio ou France comme on veut. Si on veut ces termes-là, il faut un libellé qui précise bien que c'est fait par un docteur ou avec l'assistant d'un docteur, ou bien que bah, c'est issu de l'agriculture biologique, etc. Si c'est pas le cas, si c'est pas vrai, il y a des risques. Et déjà, la marque sera pas enregistrée, donc ça peut être casse-pied. Et par exemple, en Chine, on peut pas utiliser le nom d'une ville. Donc, on aime bien mettre Paris, surtout en cosmétique, on aime bien écrire Paris dans le nom de la marque. Bah, sachez que si vous utilisez ça, bah, déposez pas avec Paris parce que derrière, les extensions en Chine, elles seront pas possibles. Ou alors, il faudra un dépôt national. Et en Chine, il n'y aura pas Paris dans la marque. Laurence Rivière et Elodie Rochou, pourriez-vous rappeler quelles sont les options existantes quand on veut protéger sa marque à l'international? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs options possibles, hein. On peut soit déposer finalement plusieurs marques nationales, soit si on a un intérêt que dans les pays de l'Union européenne, on peut faire une marque de l'UE. Et la dernière option, c'est la marque internationale. Donc, si on opte pour une ou plusieurs marques nationales, là, on va déposer directement auprès de l'Office national. Donc, par exemple, si je suis en France, je vais déposer auprès de l'INPI et ça va suivre l'examen local. Donc, la marque, elle a une portée sur le territoire concerné uniquement et on pourra se voir opposer les droits du titulaire des marques de ce pays. Et il faut savoir que le coût sera très différent selon les pays. Tout à fait. L'autre option, la deuxième, donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez un intérêt en Union européenne, c'est la marque de l'Union européenne. La marque de l'Union européenne, en fait, c'est un titre unitaire qui va vraiment permettre d'un seul coup de viser les 27 pays de l'UE. C'est quelque chose, du coup, qui forcément est économiquement très intéressant pour les déposants. On a une taxe de 850 euros de l'IPO pour déposer en une classe. Et ça va permettre d'attaquer, du coup, les marques en vigueur dans les 27 pays. Par contre, contrepartie sur laquelle on va revenir de manière plus importante ensuite,
c'est que c'est un titre unitaire, donc il va falloir gérer les antériorités possibles dans les 27 pays. Finalement, les titulaires des 27 pays, euh, les titulaires de marque de ces 27 pays vont pouvoir réagir contre ma marque et faire tomber ma marque en une seule fois vu que j'ai un titre unitaire. Laurence Rivière et Elodie Rochou, quand une entreprise souhaite protéger sa marque dans 2 pays de l'Union européenne, est-ce qu'il vaut mieux recourir à une marque de l'Union européenne ou à une marque internationale visant ces 2 pays de l'UE? Alors ça, c'est une excellente question. Je dois dire que moi, je suis pas forcément très fan de la marque de l'UE. Donc déjà, pour des raisons financières, si on n'a que 2 pays, on va plutôt privilégier un dépôt dans les 2 pays, ce qui va coûter moins cher en termes de recherche d'antériorité et de dépôt. Et ça permettra d'avoir un dépôt plus sécurisé puisqu'on aura à gérer les antériorités que de 2 pays, comme l'a rappelé Elodie. Alors que si on a que 2 pays d'intérêt et qu'on dépose toute la marque de l'UE, on a potentiellement 27 pays dans lesquels on peut avoir des antériorités. Et ça peut être très casse-pied de déposer une marque de l'UE quand on veut aller en Italie et en France et qu'on se retrouve avec un petit marché italien qui a une petite marque qu'on n'avait pas vue et qui vient nous embêter. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, le deuxième point qui est très important, c'est que une marque, au bout de 5 ans, elle est soumise à obligation d'usage. Ça veut dire qu'il y a un moment où soit on va vous le demander pour maintenir la marque, parce qu'on peut avoir une action d'échéance qui permet de l'annulation de la marque si la marque n'est pas exploitée, soit on va vous le demander dans le cadre d'une opposition. C'est-à-dire que vous voulez vous opposer au droit de quelqu'un et on va vous dire, bah oui, d'accord, mais votre marque, elle est vieille, donc on ne va examiner, ne serait-ce qu'examiner votre opposition que si vous êtes en mesure de me prouver que vous l'exploitez. Et donc, on peut avoir une annulation soit partielle, soit totale, selon l'exploitation qu'on a. Et dans l'UE, comme c'est une marque unitaire, c'est évidemment un peu plus sensible. Alors, comme c'est vu comme un titre unitaire, traditionnellement, la jurisprudence pendant très longtemps disait l'utilisation de la marque de l'UE dans un seul pays de l'UE valide la marque de l'UE dans son intégralité. Mais en décembre 2012, on a eu un arrêt de la CJUE, enfin, c'est une décision qui est allée jusqu'à la CJUE, et dans une affaire Onel contre Omel, la CJUE a adopté une approche multifactorielle de l'usage, qui n'était pas courant, et en gros a dit qu'il fallait un usage dans une partie significative de l'UE, donc c'est-à-dire a priori pas 2 pays sur 27, à l'époque il y en avait 28, et effectivement, depuis cet arrêt, on voit bien que le IPO, dans le cadre des oppositions ou des actions en déchéance, a une approche beaucoup plus sévère dans l'examen des preuves d'usage, dans laquelle il va vraiment regarder le chiffre d'affaires. Moi, j'ai eu un cas d'un vrai usage d'une marque, en plus une marque renommée, qui était vraiment exploitée dans toute l'UE avec des produits vendus, des catalogues envoyés à des consommateurs, etc. Mais on s'était pas. Alors, c'était en 2013, donc c'était juste après Omel. Bon, on n'avait pas fait spécialement attention, on avait fait comme d'habitude, on avait envoyé des preuves d'usage, ce qu'on avait le plus facile à obtenir en se disant de toute façon c'est évident, on voit bien que au moins sur 2 pays on a énormément de choses. Et en réalité, le IPO nous a dit bah non, non, mais vous n'avez pas démontré un usage sérieux dans une partie significative de l'UE, donc ça marche pas. Il n'y a pas d'opposition. Donc, il a fallu tout recommencer en donnant des preuves d'usage beaucoup plus importantes. Donc, on voit bien qu'un usage dans 2, 3, même 5, 6 pays, ça ne suffira pas parce qu'on n'aura pas le chiffre d'affaires qu'il faut, etc., à moins de prouver qu'on est dans un marché de niche, ce qui n'était pas le cas de mon client. C'est ça, du coup, au vu vraiment de tous ces éléments, on voit que si finalement on a un usage dans moins de 5-6 pays en Union européenne, ça peut être vraiment préférable d'opter pour une désignation de chacun de ces pays dans une marque internationale. Et ça va pas coûter beaucoup plus cher et ça va vous éviter bien des écueils, tant à la fois sur les réactions de tiers que sur cette histoire d'usage dont on vient de vous parler, Laurence. Laurence Rivière, Elodie Rochou, pourriez-vous rappeler comment fonctionne la marque internationale? Alors, la marque internationale, moi, j'aime bien la décrire comme un arbre. Donc, on a le tronc, c'est tout ce qu'on fait auprès de l'OMPI, et c'est la base de la marque internationale. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la marque internationale qui a son propre numéro, etc. Et sur ce tronc, on va aller fixer toutes les branches, donc c'est les pays. Soit on le fait au moment du dépôt, du premier dépôt, soit on le fait à tout autre moment de la vie de la marque internationale. On appelle ça les désignations postérieures. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une marque internationale, elle est nécessairement basée sur une marque nationale d'un pays dans lequel le titulaire a son siège social ou un établissement effectif et sérieux. L'OMPI, on peut un petit peu le voir sans lui manquer de respect, hein, bien entendu.
comme une boîte aux lettres qui va centraliser les actes administratifs, tout ce qui est dépôt, les inscriptions, les renouvellements. Et il va ensuite envoyer à chaque office national l'opération, et c'est chaque office national qui va examiner la demande selon ses pratiques locales et dans ses délais. Par contre, la date de renouvellement elle sera la même pour tous les pays, qu'ils aient été visés dès l'origine ou alors par une désignation postérieure, comme expliquait Laurence tout à l'heure. Et le coût est très intéressant par rapport à des dépôts nationaux dans tous les pays. C'est ça. Mais après, donc ça donne envie, la marque internationale, c'est sûr, ça a plein d'avantages. Mais il faut faire attention parce que dans certains cas, elle va avoir ses limites. Et les limites, c'est notamment dans certains territoires où nous, on recommande vraiment à nos clients d'avoir une stratégie particulière. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le dépôt d'une marque internationale, ça suit le formalisme de l'OMPI, donc tout ce qui est formulaire de dépôt en particulier, et ça va empêcher finalement de prendre en compte les spécificités locales. Du coup, ça va entraîner des refus provisoires plus importants quand on passe par ce système, et ça peut finir finalement par vous coûter plus cher que de faire une marque nationale. Alors, deux exemples de ces territoires-là, qui sont des exemples assez parlants qu'on rencontre pardon, deux exemples qu'on rencontre très fréquemment. Aux États-Unis, on privilégie toujours, on conseille vraiment à nos clients de privilégier les dépôts nationaux pour adapter le libellé, pour inscrire toutes les demandes particulières sur les formulaires. Ça peut être la forme de la société, la traduction du signe, la description des éléments figuratifs, les disclaimers quand ma marque contient des termes descriptifs. Et ça va permettre, dans un certain nombre de cas, d'éviter des refus. Par exemple, quand il y a un souci de libellé, au niveau du libellé, il est hyper fréquent que l'examinateur contacte finalement le mandataire américain avec lequel on travaille pour déposer la marque. Et finalement, on essaye de régler les choses assez simplement par des échanges d'emails au téléphone. Et l'examinateur va même pas émettre de refus. Donc ça, forcément, c'est à la fois un gain de temps et ça va aussi faire des économies aux clients parce qu'à la fin, il n'y aura pas de refus provisoire d'émis. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la gestion d'une marque nationale, c'est plus simple et plus coûteux à la longue qu'une marque internationale. Donc, c'est aussi quelque chose qui est Ça, très c'est moins intéressant. coûteux. Moins coûteux, j'ai dit plus coûteux, pardon, autant pour moi. Et moins coûteux. Voilà. Donc, finalement, pour les États-Unis, privilégions la marque nationale. Il y a la Chine aussi qui est un bon exemple pour ça. C'est vrai que nous, on utilise encore beaucoup la marque internationale en Chine, mais on est en train de changer de stratégie, surtout quand c'est important, quand c'est un pays important. Il y a deux raisons principales. D'abord, c'est que la Chine, c'était un pays monoclasse, c'est-à-dire qu'on pouvait faire qu'une classe par marque. Et donc, si on voulait plusieurs classes, c'était plusieurs marques. Avec le système de la marque internationale, on n'a que du multiclasse. Donc, la Chine l'a permis, mais garde cette possibilité de marque monoclasse seulement quand on est sur la voie nationale. Et il se trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir une seule marque dans une seule classe parce que c'est pas plus cher de passer par ce système monoclasse, mais ça nous permet au moins de pouvoir aller plus vite sur certaines classes s'il n'y a pas d'antériorité. Donc, on peut éviter une partie des refus provisoires. Et au moins, si on dépose par exemple en classe 9 et 35 et qu'en 35 on a une objection, pas en classe 9, et ben la marque en classe 9 est enregistrée, on a un début de droit, on est tranquille et puis on se bat plus que sur la classe 35. Tandis que si on est sur de la marque internationale avec les multiclasses, bah, c'est toute la marque dans les deux classes qui est empêchée. Ça permet aussi d'adapter le libellé parce que, comme le rappelait Elodie, la marque internationale, on est soumis au formulaire de dépôt et on est soumis à la marque de base. Donc, en fait, on ne peut pas changer le libellé. Or, bah, comme aux US, comme au Canada, comme dans plusieurs pays, la Chine a certaines spécificités en termes de libellé. Et du coup, par exemple, en classe 35, on ne peut pas viser la vente au détail de produits autres que les produits pharmaceutiques. C'est bien de le savoir, comme ça on peut l'adapter et puis on a le bon libellé. Et enfin, alors ça, je remets ma main à couper, les examinateurs sont bien plus cléments quand on passe par la voie nationale et c'est très vrai pour la Chine, mais c'est vrai pour d'autres pays aussi, parce que probablement parce qu'ils reçoivent plus de taxes et je pense que ça les met dans de meilleures dispositions, mais il est vrai qu'on a constaté que sur des refus provisoires, on avait de meilleures possibilités de s'échapper quand on était sur une voie nationale que sur une voie internationale. En particulier, quand on a un refus provisoire basé sur une marque antérieure et qu'on veut attaquer la marque antérieure,
Normalement, on demande la suspension de l'examen de sa propre marque puisque on ne sait pas ce qui va se passer de la marque antérieure qui bloque ma marque. Si elle est annulée, il n'y a plus de raison de bloquer ma marque à moi. Donc, on demande la suspension de l'examen de sa marque pour attendre le sort de l'autre marque. Et depuis quelques temps en Chine, depuis quelques années, ils ont décidé de décider librement, de manière arbitraire, s'ils allaient suspendre ou pas. Moi, 100% des cas, et Elodie aussi, 100% des cas, ils ne veulent jamais suspendre. Pourtant, ils l'ont encore rappelé, le CNIPA l'a encore rappelé dans une directive, dans une communication très récente, qu'ils peuvent accepter cette suspension, mais ils ne le font jamais. Et en fait, ils le font quand on passe par la voie nationale. Et donc, c'est assez intéressant. Voilà, donc en conclusion, la marque internationale, c'est financièrement intéressant au moment du dépôt, mais on voit que les coûts peuvent rapidement s'escalader avec les refus provisoires et finalement, les dépôts nationaux qui coûtent plus cher à l'entrée permettent d'éviter ces déconvenues à la suite et permettent d'avoir un budget un peu plus fiable. Et de toute façon, de manière générale, quand il y a un contexte particulier qui entoure le dépôt de la marque, il vaut mieux passer par l'option nationale pour avoir plus facilement des voies de recours. On l'a vu donc pour la Chine et les US, mais il y a aussi des pays dans lesquels il peut y avoir un contexte politique. Moi, j'avais un client qui était une multinationale, dont le PDG était pas bien vu par les Russes et on savait que 100% des dépôts au nom de cette société pouvaient pas passer en Russie et donc il fallait avoir des dépôts par une société russe ou un prête-nom, par exemple. Voilà, il y a des contextes à avoir en tête. Laurence Rivière et Elodie Rochou, quel est le risque de baser sa marque internationale sur une marque de l'Union européenne et non sur une marque nationale, française par exemple? Ce qu'on expliquait tout à l'heure, en fait, c'est que la marque de base et la marque internationale, elles vont vraiment être liées pendant 5 ans. Donc forcément, si je base ma marque internationale sur une marque de l'Union européenne, je peux malheureusement avoir une réaction des membres des 27 pays de l'Union européenne. Alors que si je base ma marque internationale, par exemple, sur une marque française, j'ai juste les titulaires de marques qui ont des droits en France, donc France ou une marque de lieu, qui peuvent réagir contre ma marque. L'avantage aussi, c'est que forcément, ce que disait Laurence au début, hein, quand on opte pour une stratégie de marque internationale, on fait vraiment très attention à sécuriser sa marque de base. Qui dit sécurisation dit faire des recherches d'antériorité. Ça va me coûter moins cher de sécuriser ma marque en France, de faire des recherches uniquement en France, que de faire des recherches de similitude dans mes 27 pays de l'Union européenne. Laurence Rivière et Elodie Rochou, comment faire si on fait un dépôt par une société basée à Hong Kong, pour des raisons fiscales évidentes, et qu'on veut une marque internationale? Alors, c'est pas possible. C'est un cas que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Et effectivement, c'est pas possible parce que la marque internationale, elle est nécessairement basée sur une marque d'un pays qui fait partie des accords de Madrid. Ce qui n'est pas le cas de Hong Kong, par exemple, et ce qui n'est pas le cas de quelques autres pays. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Et donc ça, il faut vraiment construire sa stratégie et son budget dès le premier dépôt en ayant ça en tête. Donc, il faut choisir un établissement secondaire, par exemple, réel et sérieux, mais un autre établissement secondaire et pas son établissement principal de Hong Kong. Laurence Rivière et Elodie Rochou, voyez-vous d'autres inconvénients au système de la marque internationale? Alors, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi une fois, ça n'arrive pas très souvent. Mais en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le numéro de la marque internationale, il peut être long à être émis. Et si jamais je vois la marque, un client voit la marque d'un tiers qui le gêne et veut faire opposition finalement entre le moment où il a déposé sa marque internationale et le moment où on va obtenir ce fameux numéro, ça peut être compliqué parce qu'on a besoin finalement dans plein de pays de ce numéro de marque internationale pour faire opposition. C'est un problème qu'on rencontre pas avec les dépôts nationaux puisqu'on va avoir vraiment un numéro immédiat au moment du dépôt. Moi, je pense à un autre point, c'est les dépôts complexes dans lesquels on aurait une baseline, par exemple, ou des marques qu'on veut traduire. Alors, même si je suis pas fan de la traduction de marque, parce qu'une marque, c'est pas censé être quelque chose qu'on traduit, mais ça arrive. Là, la voie internationale ne sera pas adaptée non plus parce que c'est toujours la même chose. On est obligé de la baser sur une marque à l'identique et donc on n'aura pas les différentes traductions. On n'aura que la version française si on se base sur une marque française. Donc, quand on est dans ces cas-là, on n'a pas le choix que d'aller sur des dépôts nationaux. Laurence Rivière et Elodie Rochou, dernière question. Concernant les groupes de sociétés, est-ce qu'il vaut mieux centraliser ces marques dans le pays de base ou est-ce qu'il vaut mieux faire une opération par pays?
Alors ça, c'est une très bonne question aussi. De manière générale, on préfère centraliser la propriété intellectuelle au sein d'une seule et même entité. Ensuite, cette entité pourra faire redescendre les droits par des licences qui peuvent être des licences tacites aux filiales ou aux sociétés sœurs qui vont vraiment exploiter la marque. Parce que, par exemple, on peut se dire que sur un territoire, ce sera telle société, ou sur un domaine particulier, ce sera telle société, et sur un autre domaine, ce sera une autre. Ça, c'est l'option qu'on préconise. Ça simplifie la gestion du portefeuille et ça simplifie toutes les relations. Par exemple, j'ai eu des cas où on se retrouvait face à des gros groupes multinationaux qui avaient une marque antérieure dans un pays. On les rencontre, on fait un accord de coexistence, tout le monde est content. Et puis, on va dans un autre pays 2 ans plus tard. Et puis, en fait, c'est une autre entité du même groupe, mais qui a pas parlé au premier, et puis qui vient nous embêter. Et là, on est obligé de déterrer l'accord d'il y a 2 ans, qu'il aille ensuite discuter avec sa société sœur pour dire, ah bah oui, vous aviez fait ça, bah on n'est pas content. Voilà. Ça, c'est des cas qu'on n'aime pas trop et qui complexifient un petit peu les choses. Après, il y a des cas dans lesquels ça peut être préférable de passer par une entité locale, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a un contexte particulier ou parce que ce sont des pays dans lesquels on n'arrive pas à obtenir l'enregistrement quand on passe par une société étrangère. Donc, on peut préférer dans ces cas-là d'avoir une entité locale qui le dépose, mais je pense que ça doit rester exceptionnel et faut pas non plus hésiter à faire, une fois qu'on a obtenu l'enregistrement et qu'on est tranquille, à faire une cession à la holding notamment ou à la société qui détient toute la propriété intellectuelle. Oui, tout à fait. En conclusion, voilà, il faut vraiment se dire qu'il n'existe pas une seule stratégie de protection à l'international. Il va falloir la construire projet par projet, société par société, en tenant compte vraiment de toutes les particularités dont il est préférable d'avoir connaissance bien avant la première commercialisation. C'est vraiment très important avant de lancer son produit, avant de lancer un service, de se poser la question de la marque, des recherches, du dépôt et de où je veux protéger finalement ma marque. Et de manière plus générale, en fait, la question de la protection et de la défense des marques, c'est vraiment une question qui est transversale. Il faut impliquer le marketing, le juridique, le réglementaire, voilà, tous les services qui peuvent être concernés. Il faut vraiment organiser une synergie et une communication fluide entre ces services, c'est très important. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le cabinet Icosa sur le site web icosa.fr. Vous pouvez profiter de cet épisode sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un message à brice@nouveau-media. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des podcasts de PI Actu.